Mesdames et messieurs, bonjour. David Diop, bonjour. Bon, on ne vous présente plus, surtout à Pau. Je vais quand même essayer de le faire brièvement. Vous êtes enseignant et chercheur en littérature à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, spécialiste de littérature du XVIIIe. Vous êtes également maintenant écrivain. Tout le monde sait depuis l'immense succès de Frères d'âme, prix Goncourt des lycéens, en 2018, qui relate la guerre de 14-18, pour ceux qui ne le savent pas, vu du point de vue d'un tirailleur sénégalais. Votre dernier roman s'intitule « Où s'adosse le ciel ». C'est une fresque magistrale, une double épopée en fait, celle d'un jeune griot parti à la reconquête de ses origines à la fin du 19e, et celle d'Égyptiens qui fuient leur pays en quête d'une terre promise, pourchassés par l'armée du pharaon. Alors David Diop, avant renaître le thème de ses idées, il y a naître. Comment est né ce roman ? Bon, d'abord, merci, et puis bonjour à toutes et tous. Alors, comment est né ce roman ? Je dirais qu'il est né presque dans ma préhistoire. C'est-à-dire que j'avais 16 ans et j'étais encore lycéen à Dakar. Et je suis allé à l'université de Dakar, qui ne s'appelait pas encore l'université Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop, il se trouve que quand j'avais 16 ans, au début de l'année, il y a eu un moment où il a été invité à parler de ses travaux. Et cet homme, en fait, est un des premiers égyptologues africains, noirs africains. Et sa grande thèse, c'était qu'il fallait replacer l'Égypte en Afrique et ne pas oublier que l'Égypte et l'Afrique étaient intimement liés. Et c'est un homme qui avait une aura assez extraordinaire. Il était vraiment très impressionnant. Et un intellectuel qui, dans toute l'Afrique, a été extrêmement respecté. Et donc, moi, j'étais là. Il n'y avait pas de place. Je me souviens, c'était un amphi. On était assis sur les travées. Il y avait un monde fou et comme une sorte de vénération pour cet homme-là. Et cet homme a développé devant nous, cette thèse qui est la sienne, selon laquelle l'Égypte est vraiment en Afrique et appartient à l'Afrique, ce qu'on oublie. Et il a exercé vraiment une grande influence sur moi, et je ne me suis jamais dit vraiment que j'allais écrire un roman sur cette question du lien entre l'Afrique et l'Égypte. Mais je sentais que ça montait, et après plusieurs romans que vous avez cités tout à l'heure, j'ai eu envie d'écrire ce roman-là, ce roman qui retrace cette histoire et ce lien. Donc c'est vraiment une envie, je pense, préhistorique, comme je dis, parce qu'à 16 ans, on ne sait pas ce qu'on va faire dans la vie, et ça m'a vraiment marqué ce moment, parce que je me suis dit, il faut que peut-être un jour, tu reviennes sur cette question-là. Et depuis ce temps-là, chaque fois que je regarde l'Égypte, j'essaie de voir dans l'Égypte des traces de l'Afrique. Alors, vous êtes sur cette thèse de migration, il y a plusieurs millénaires, d'Égyptiens au Sénégal. C'est une thèse qui n'est pas partagée par tous les égyptologues. Mais oui, justement. Pourtant, ces migrations-là, elles sont dites par ce qu'on appelle des griots. Et les griots, en Afrique de l'Ouest, pas simplement au Sénégal, ce sont les transmetteurs de l'histoire. Et ce sont des gens qui suivent des formations dans des écoles. On ne le sait pas. Mais les griots, en fait, sont aussi des élèves griots. Ils apprennent des généalogies qui sont multiséculaires. Et quand j'ai décidé d'écrire « Où s'adosse le ciel », je me suis rendu compte que non seulement Cheikh Anta Diop, que j'ai cité tout à l'heure, parlait de ces migrations, mais qu'aussi les griots en parlaient. Et qu'il y avait une documentation écrite qui remonte au moment où les Européens sont arrivés en Afrique de l'Ouest. Depuis donc le XVIIe siècle, il y a une documentation qui explique que les griots racontent qu'il y a eu des migrations depuis l'Égypte antique jusqu'en Afrique de l'Ouest. Donc ce sont deux sources concordantes. Et comme l'histoire transmise par l'oral est un peu dépréciée dans notre monde occidental où c'est l'écrit qui prime,
l'écrit semble beaucoup plus certain que l'oral. Eh bien, moi, j'ai quand même pensé qu'il était possible de réhabiliter cette transmission par la mémoire et simplement à l'oral. Mais avec un souci quand même, un gros travail de justesse et de véracité historique. Comment vous avez géré ce souci-là avec la fiction? Alors, il y a donc des griots dont les propos sont documentés depuis le XVIIe siècle par des Français, par des Européens, qui sont des voyageurs. Et alors, ces griots disent qu'il y a eu, notamment l'un d'entre eux, dit qu'il y a eu 6 migrations depuis l'Égypte ancienne jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et il place ces migrations entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et quand j'ai décidé d'écrire Où s'adosse le ciel, je me suis dit, il faut que tu trouves un moment qui te paraît à toi le plus plausible possible pour expliquer que des gens quittent le Nil. Les Égyptiens ne quittent jamais le Nil. Il y a une sorte d'effroi du désert en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le Nil, et l'Égypte est entourée par le désert occidental et le désert oriental. Donc, comment expliquer que des gens, que ce soit au 6e ou au 3e siècle avant Jésus-Christ, aient eu envie de partir le plus loin possible à l'ouest? Et le plus loin possible à l'ouest en Afrique, c'est au Sénégal. Alors, comment expliquer ça? Et j'ai trouvé que ça pouvait être des guerres, ça peut être la famine, ça peut être ce qui motive les migrations encore aujourd'hui. Hein. Ou la religion. Mais j'ai pensé que ce qui pouvait expliquer cette migration, ça pouvait être un problème de schisme religieux. Et alors j'ai cherché, j'ai lu 4000 ans d'histoire égyptienne et j'étais à l'affût de ce moment. D'où la préhistoire. Voilà, ben alors là, oui. Hein. Mais là, c'est dans les 3 ou 4 dernières années, après l'écriture de La Porte du voyage sans retour. Là, j'ai décidé d'écrire ce roman sur cette migration. Et j'ai lu des historiens, d'ailleurs, que je remercie à la fin du livre. J'ai pris soin aussi de faire mettre une carte pour montrer le voyage en Afrique, d'est en est. Et alors, je suis tombé un jour, c'est comme un Eureka, hein, dans les bandes dessinées, on voit une petite lampe s'allumer au-dessus de la tête du personnage qui découvre quelque chose que je recherchais. J'ai découvert qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, vers 270 à peu près avant Jésus-Christ, alors que les Grecs ont envahi et dominent l'Égypte, le petit-fils du premier Ptolémée, qui s'appelait Ptolémée Philadelphe, qui a créé la bibliothèque d'Alexandrie, a décidé de mettre la main sur tous les temples d'Égypte. Et on sait que quelques années plus tard, il y a eu des révoltes, notamment dans ce qu'on appelle la Haute-Égypte, c'est-à-dire vers le plus près du Soudan. Alors je me suis dit, ça y est, Eureka. Il y a eu des moments où il y a eu des révoltes qui sont documentées là et qui peuvent expliquer en effet des migrations de gens qui n'acceptent pas la mainmise des Grecs sur les temples d'Égypte. Alors, pourquoi la mainmise des Grecs? Parce que Ptolémée Philadelphe a nommé un grand prêtre, celui de la ville de Memphis, chef de tous les prêtres d'Égypte. C'était pour mettre la main sur tous les temples, c'est-à-dire les temples étaient extrêmement riches, avaient beaucoup de possessions en terre. Et donc la solution, c'était de nommer un chef du clergé. Et ce chef du clergé, ensuite, mettait sous sa coupe tous les autres. Et ça peut expliquer, en effet, une révolte. Et donc, j'ai fait des recherches et j'ai vu que le grand chef du temple de Memphis, qui était un temple dédié au dieu Ptah, s'appelait Esitut Petubastis. Et c'est un nom métis. C'est à la fois grec et à la fois égyptien. Et quand je l'ai trouvé, cet Esitut, j'ai construit autour de ce personnage cette volonté de mettre la main sur un temple qui se trouve plus au sud de l'Égypte, en Haute-Égypte, à Abydos. Et de là, j'ai fait partir donc une révolte qui est allée jusqu'à l'extrême occident, là où s'adosse le ciel. Au Sénégal. Oui, comme par hasard. Alors, il y a la deuxième histoire sur laquelle où le récit est basé. C'est celle d'un jeune griot, donc parti à la Mecque, et qui revient à pied, et après avoir été abandonné par son maître ami, décide de partir sur les traces de ses ancêtres, à Abydos. Oui, alors là aussi j'ai fait beaucoup de recherches
parce que je voulais que mon narrateur soit un griot. Et les griots en Afrique de l'Ouest, ce sont des gens qui sont dépendants. C'est-à-dire que ça ne se connaît pas trop en Europe, mais il y a un système de caste en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont réputés nobles ou libres et d'autres qui sont castés. Et en général, les castes correspondent à des métiers comme ceux de forgerons, les griots, les tanneurs, ceux qui travaillent le cuir, etc., sont estimés de castes inférieures. Et cette répartition entre castes, elle s'appuie sur la question de la pureté du sang. Donc, je me suis dit, je vais me créer un griot que je vais mettre dans une situation limite, c'est-à-dire que je l'ai placé en 1893 à la Mecque, avec son protecteur ou son maître, on va dire, sachant qu'en 1893, il y a eu une épidémie de choléra terrible à la Mecque. Cette épidémie, en général, les lieux de pèlerinage sont des lieux où il y a beaucoup d'épidémies. Mais en l'occurrence, on pense que ce sont des pèlerins qui venant du sous-continent indien qui ont apporté le choléra. Il y a eu 30 000 morts en très peu de temps, pendant le temps du pèlerinage. Donc je mets mon griot dans cette situation d'être abandonné par son maître qui a eu peur, et aussi dans la situation de devoir rentrer à pied d'Égypte, enfin d'Arabie Saoudite, mais entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, il n'y a que la mer Rouge, d'Égypte donc jusqu'au Sénégal à pied, pour qu'il mette ses pas dans ceux des Égyptiens. Et il est le seul à connaître l'histoire des Égyptiens 2000 ans auparavant. Et cette histoire, c'est à la fois le gage de son salut, parce que c'est grâce à cette histoire qu'il doit transmettre qu'il survit. Il faut qu'il survive pour la transmettre. Mais en même temps, c'est une histoire qui est son fardeau, parce qu'il sait les raisons pour lesquelles, très précises, eh bien, sa caste est inférieure et jugée de sang impur par rapport à celle de son maître. Et ça par la transmission orale de génération en génération. Voilà. Et il est le 71e relais. 72e relais. Alors j'ai choisi 72, pas par hasard. J'ai soustrait 1893 à moins 270 et je suis tombé sur un nombre que j'ai divisé par 29. C'est comme dans les chiffres et les lettres. Et quelle est la réponse à votre avis? Pourquoi 29? 72. Mais 29 parce que les démographes disent qu'une génération, on peut la compter au bout de 29 ans. Une génération remplace l'autre au bout de 29 ans en moyenne. Et ça tombait bien, 72. Pourquoi? Parce que dans la mythologie égyptienne, autour d'Osiris justement, eh bien, on raconte qu'Osiris a été tué par Seth, son ennemi. C'est une sorte de dieu d'ailleurs qui règne sur les déserts. Mais il a été, Seth, aidé par 72 sicaires, 72, si vous voulez, soldats à sa solde. Et donc pour moi, 72 était un chiffre extrêmement important. Et je suis tombé sur ce chiffre en faisant le calcul que je viens de vous dire. Alors renaître, c'est le thème de Ces idées mènent le monde. Dans son Odyssée, Bilal, votre héros griot, connaît en fait une succession de renaissances à plusieurs moments dans le roman. Donc la vie est faite de renaissances. Alors oui, ce griot était dans une situation limite, vraiment à bas, presque mort. Chaque épreuve semble le renforcer. Exactement. J'aime beaucoup un proverbe Peul. Les Peuls disent d'ailleurs qu'ils viennent d'Égypte, d'Égypte ancienne. Les Peuls, ce sont ces nomades qui traversent l'Afrique de l'Ouest à la suite de leurs troupeaux. Et ce proverbe, c'est le suivant. Tant qu'il n'est pas mort, l'homme n'a pas fini d'être créé. Et pour moi, Bilal, c'est ça. C'est un survivant qui tient, grâce à sa parole d'ailleurs, cette parole qu'il doit transmettre, mais qui se recrée tout le temps. Qui manque de perdre un moment. Il oublie un petit peu le récit des origines dans un passage clé du roman. Oui. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de noter qu'il
il risquait de la perdre, la parole. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse, puisque cette parole qui est fictive, mais que j'essaie d'imaginer comme étant vraie, je la fixe par l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a un jeu entre l'oral et l'écrit. Tout au long du roman, on part du script pour arriver jusqu'à l'écrivain, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il était important qu'il parte de rien et qu'il ressuscite en quelque sorte et qu'il se recrée, non seulement grâce à cette parole qu'il maintient en vie, qu'il doit transmettre à tout prix, mais aussi parce que les difficultés qu'il rencontre le renforcent et lui donnent en quelque sorte des occasions de renaître. Il est l'homme de destin, par exemple, d'un homme qu'il rencontre sur son chemin, qui va l'arrêter pendant longtemps et qui va, dans le fond, cet homme de destin, l'aider à renaître. Les deux se font renaître presque. Exactement. C'est un roman sur la transmission. Alors la transmission entre les vivants, on vient de le voir, mais aussi la transmission entre les vivants et les morts. Il y a comme un dialogue permanent. C'est un dialogue que vous pratiquez, vous, dans votre vie de tous les jours. Vous parlez aux morts? Oui, je ne parle pas aux morts. Bon, pour vous dire tout, j'ai dédié ce livre à mon père. Et mon père, je l'ai perdu il y a 2 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je pense à mon père, eh bien, je pense à lui comme je pense à des personnages de romans. Et c'est là qu'on peut se dire qu'il y a une grande proximité entre l'écrit et, dans le fond, notre façon de voir ceux qui ne sont plus là. Notre façon de communiquer avec des absents, elle peut passer aussi par une forme de relecture de ce qu'on avait vécu avec eux. Et je trouve qu'il y a une proximité saisissante entre la façon dont on se souvient d'un personnage qui a été, d'une personne vivante et d'un personnage de roman. Et donc, quand je pense à ce livre, je pense à mon père. Je le lui ai dédié d'ailleurs. Et je pense à lui parce que, c'est lui, dans le fond, qui est mon lien le plus fondamental avec l'Afrique. Il y a ces mots formidables dans le livre où, à un moment, vous écrivez « raconter, c'est revivre » dans tous les sens du terme. Oui, alors ça touche à peut-être d'autres textes que j'ai écrits où je me suis rendu compte que quand on demandait à des gens qui avaient traversé des choses absolument horribles, ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, beaucoup d'entre eux, des poilus ou des tirailleurs sénégalais, sont revenus et n'ont rien dit. Mon arrière-grand-père du côté maternel, c'était ça. Il est arrivé, paraît-il, d'après ce qu'on m'a raconté, ma mère m'a raconté, il est arrivé, il avait été gazé à l'hypérite, au gaz moutarde, il est donc blessé, et ce qui d'ailleurs a entraîné sa mort beaucoup plus tôt que ce qui aurait dû être. Il est mort, il avait une 60aine d'années. Il est arrivé, il a repris son travail sans rien dire. Pourquoi? Parce que raconter, c'est revivre. Raconter, c'est réactualiser. Et puis surtout, je pense qu'il avait peur aussi de troubler son entourage. Et il y a beaucoup de gens qui traversent des crises et des drames pareils, ne racontent pas. Par pudeur, mais aussi par crainte de revivre ce qu'ils ont vécu. Alors, on évoquait le sujet qui peut être douloureux, mais vous en faites autre chose. Il y a dans ce livre la notion maintes reprises de rapport à la mort, une mort souvent dédramatisée en quelque sorte à travers le rite, les rituels. Est-ce que c'est une façon de mieux l'apprivoiser ? Oui, je pense qu'évidemment, tous les rituels, et toutes les religions d'ailleurs, proposent des rituels pour consoler. Ici, ce que je pense des Égyptiens en tout cas, c'est qu'ils ont un rapport très particulier à leur corps. Ils prennent soin de leur corps après la mort par la momification. D'abord, c'était réservé à une élite. Ensuite, ça s'est démocratisé. Mais c'est assez étonnant pour moi, c'est assez impressionnant, ce souci de conserver le corps pour pouvoir le réinvestir dans l'au-delà. Bon, c'est une façon de dire, oui,
tout ce qui a été tangible, tout ce qui a été le vecteur de nos plaisirs, peut-être aussi de nos douleurs, eh bien, on lui doit un immense respect. Et ce corps-là, on le conserve pour peut-être le réinvestir plus tard. Et donc ça, c'est un rituel qui est assez extraordinaire. C'est un rituel qui appartient à l'Égypte. Certes, il y a eu des momifications qui ont été faites dans d'autres civilisations, en Amérique du Sud notamment, mais là, c'est ce qui m'impressionne, moi, ce rituel-là. Et puis, évidemment, il y a des passages dans le roman sur ces corps qui ont été enterrés au moment de cette grande épidémie à la Mecque. Comment enterrer des milliers de personnes d'un coup. Ça m'a rappelé, moi, ce qui s'est passé au moment du Covid. J'ai vu des images de New York. On voyait des images filmées par drone, où on voyait des centaines et des centaines de tombes creusées dans une terre rouge. Et ça m'avait frappé. Je me suis dit, mais comment finalement consoler et créer des rituels quand il y a une telle masse de personnes qui sont enterrées en même temps au même endroit? Vous semblez particulièrement attaché au rituel, même au moment où vous passez à l'acte, où vous écrivez, vous êtes un homme de rituel en tant qu'écrivain. Expliquez un peu au public comment vous écrivez. Bon, je ne suis pas non plus encrouté dans mes rituels. J'essaye d'en changer tout le temps. Je renais à mes rituels aussi. Mais pour l'écriture, c'est vrai. C'est vrai que je m'attache, comme vous le dites, à quelque chose que je fais maintenant depuis quelques années. Mais ça n'a pas été immédiat. J'ai écrit d'ailleurs un premier roman qui s'appelle 1889, L'attraction universelle, dont je ne recommande pas la lecture. Moi, je la recommande. Parce que je n'avais pas trouvé mon rituel d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des parties du roman où j'écris avec l'ordinateur et d'autres où j'ai commencé à écrire manuscritement et j'ai recopié ensuite. Enfin, j'ai dactylographié après. Et je me suis rendu compte que les parties manuscrites me plaisaient beaucoup plus que les parties directement écrites sur l'ordinateur. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui est lié à un rituel possible. Celui de l'écriture à la main. Et donc, il a fallu que je trouve des cahiers spécifiques, des carnets, des stylos spécifiques. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que je lance un appel du pied à ces producteurs, enfin, à ces marques de cahiers et de stylos, mais il n'y a pas de retour. Donc, je continue à ne pas citer ces cahiers et ces stylos. Mais il faut que l'écriture soit accompagnée d'une sorte de geste fluide. Et même, il faut que les ratures aillent vite. Et donc là, il y a une sorte de grain et de qualité du papier et aussi une particularité dans le stylo que j'utilise pour écrire dessus qui conviennent à justement la perpétuation de ce rituel. Vous avez dit à mon confrère Kevin Estrade il y a quelques semaines dans La République et l'Éclair, « J'ai appris à vivre avant d'écrire ». Comment êtes-vous né à l'écriture? Alors, je complète. J'ai souvent dit, oui, j'ai appris à vivre avant d'écrire. C'était pour expliquer que je sois arrivé si tard à l'écriture, à la publication d'un livre. Mon premier roman, en fait, a été publié, j'avais 46 ans. Et donc, je dis souvent, je suis un vieux jeune écrivain. Donc, j'y suis arrivé... C'est mieux que l'inverse. Oui, j'y suis arrivé après un échec, quand j'étais jeune. J'avais envoyé une nouvelle à un concours organisé par RFI. Et j'étais très content de ma nouvelle. Et ça a été un arrêt brutal parce qu'ils m'ont répondu que ça n'allait pas. Bon, enfin, bref, ça n'a pas été un succès. Donc je me suis dit, je vais continuer ce que j'aime faire, c'est-à-dire me former pour devenir enseignant de français, puis de littérature. Et puis après, on verra. Et donc là,
beaucoup d'années après, je me suis dit, maintenant, je vais peut-être pouvoir me lancer et faire cela, écrire. Et c'est donc pour cela que je suis arrivé un peu tard à l'écriture. Mais j'ai appris à vivre avant d'écrire, c'est-à-dire que et ça dépend des écrivains. Il y a des écrivains extrêmement jeunes qui ont une connaissance intime de ce qui peut les aider à traduire leurs émotions très vite. Mais pour moi, c'était beaucoup plus long. Et donc j'ai appris à vivre avant d'écrire. J'ai connu des joies, des bonheurs, des malheurs, comme tout le monde. Et ça nourrit mon écriture. Mais j'ajoute autre chose. C'est que j'apprends à vivre aussi en écrivant. C'est-à-dire que l'écriture me nourrit aussi. Et c'est pour moi un bonheur intense de pouvoir écrire. Alors j'espère que je vais pouvoir continuer un petit moment. Est-ce que ça a été, on est en plein dans le thème, est-ce que ça a été une forme de renaissance, cette découverte, apprentissage et reconnaissance de votre écriture ? Alors, avant de parler de reconnaissance, pour moi, je veux dire que l'écriture est un plaisir. C'est-à-dire que même si parfois je raconte des choses assez dures et assez horribles même, le fait même d'écrire, l'acte même d'écrire est un état, me met dans un état assez particulier. Je pense que je l'associe même à la méditation. C'est-à-dire qu'on peut écrire et méditer en même temps, je pense. Et donc ça, c'est une chose. Et ça, je pense ne pas l'avoir perdu, parce que toujours, même après cet échec, entre guillemets, je jetais quelques mots dans mes notes, dans des carnets, etc. Après, j'ai eu en effet des lecteurs. Et ça, c'est aussi un moment vraiment très important. Parce que chaque lecteur, les lecteurs en général, quand ils vous reviennent et qu'ils vous parlent de votre livre, comme vous le faites, eh bien, ajoutent des couches de sens à ce qu'on a écrit ou ce que j'ai pu écrire. Et ça, c'est un échange que je peux avoir avec eux qui est extraordinaire, parce que je redécouvre, c'est une renaissance chaque fois, de ce que j'ai pu penser, de ce que j'ai pu dire à travers l'échange que j'ai autour du texte. Donc là, oui, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous avez besoin de faire le deuil du roman précédent pour passer au suivant ? Comment se fait la transition entre deux livres ? Ou est-ce que vous avez déjà, avant de finir un roman, en tête un petit peu le suivant ? Comment ? Alors, je sens le piège. Il n'y en a pas. Si. Parce que vous anticipez sur une question suivante. Vous me demanderez, en fonction de ma réponse, quel est votre roman actuellement en train de... Non, ben je vous vois venir, Eric. Du tout. Et alors, Bon, quel est votre roman suivant ? Alors, je vais vous répondre en disant que je n'avais pas... en fait, que j'ai besoin d'un temps de respiration entre des romans. C'est-à-dire que c'est vrai que les personnages m'accompagnent un temps. Et justement parce que j'échange avec des lecteurs qui, finalement, ressuscitent mes personnages chaque fois qu'on en parle. Et donc, je crois que là, je peux vous répondre sincèrement. Non, je n'ai pas encore d'idée sur le suivant. Mais je dois faire peut-être le deuil, en effet, pour reprendre votre formule, du roman précédent, avant de passer à autre chose. Quand on connaît un succès fracassant comme celui que vous avez eu avec Frères d'âme, 600 000 exemplaires vendus, c'est phénoménal. Est-ce qu'il y a une période de digestion ? C'est un peu la même question, mais plus centrée sur Frères d'âme, parce qu'il a été un livre moins léger que celui-là, même si celui-ci parle de choses importantes et fondamentales, mais qui était vraiment un livre lourd dans son sujet et même dans sa forme. Non, mais c'est justement parce que j'ai de l'expérience de la vie. Je sais que les succès sont tellement aléatoires et que finalement ça vient, ça repart, et que ça ne m'empêche pas de perdre de vue que pour moi l'important c'est écrire. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut se dire.
je pense, dans ce genre de situation. Et c'est peut-être aussi parce que justement j'étais un vieux jeune écrivain que j'ai eu le temps de penser à autre chose, que ce succès ne m'a pas, si vous voulez, écrasé. Je ne crois pas dévoiler de grands secrets en vous racontant une anecdote que m'a donnée un écrivain que j'admire beaucoup, qui s'appelle Patrick Grinville. Et Patrick Grinville, il a eu le prix Goncourt alors qu'il n'avait que 26 ou 27 ans. Et il est entré à l'Académie française il y a quelques années. Il m'avait invité à assister à cette réception qui est extrêmement prestigieuse. Et on avait discuté, il m'avait dit j'ai mis des années et des années à me remettre de l'obtention de ce prix si jeune, en fait, parce que ça a été écrasant. Eh bien, pour parler de moi, c'est pas le prix Goncourt que j'ai eu, c'est le prix Goncourt des lycéens, et c'est un prix pour moi qui a une très grande importance puisque je suis enseignant et je sais combien les élèves sont francs et directs dans leur jugement. Vous continuez à enseigner? Oui, oui, pour moi c'est très important à l'université de Pau. Et j'ai eu donc quand même, moi, la chance de pouvoir ne pas relativiser, ou en tout cas avoir peut-être une expérience suffisamment grande de ce qui me convenait dans l'acte d'écrire, dans ma façon d'écrire, pour pouvoir éviter cet écueil d'être écrasé par un livre. Et chaque fois que j'écris un roman, j'essaye d'écrire un roman qui n'a pas grand-chose à voir avec le précédent. Il y a eu un de vos confrères qui m'a dit « Vous brûlez vos vaisseaux ». Oui, c'est une belle image. En effet, à chaque roman, je passe à autre chose parce que j'ai une peur dans la vie, c'est de m'ennuyer. Et s'ennuyer dans ce qu'on fait et qui nous passionne, c'est une catastrophe. Donc j'essaye vraiment de brûler volontairement mes vaisseaux. Et pour répondre un peu à la question que vous me posiez indirectement tout à l'heure, mon prochain roman n'aura rien à voir avec l'Égypte. Mais je vais revenir à l'Égypte un petit instant, parce que j'écoutais ce matin un podcast sur Jules Verne, formidable, sur France Culture, qui se documentait beaucoup avant d'écrire ses romans, ses voyages extraordinaires. Et il avait besoin de construire un cadre, il se documentait énormément, et il avait besoin de construire un itinéraire. Oui. Et ça m'a fait penser à la carte qui est située à la fin de votre livre. Oui. Et j'ai l'impression que vous avez fait un travail de géographe, en fait. Oui, je dis de géographe en chambre. Hein, c'est-à-dire que je lis beaucoup. Et vous n'êtes pas allé dans tous les pays que vous évoquez dans le malheureusement, non. Le Sénégal, j'y vais souvent, mais je ne suis jamais allé dans les pays limitrophes pourtant du Sénégal. Le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, par lequel je fais passer mon personnage. C'est des pays que j'aimerais visiter, mais que j'ai visités abstraitement, par Internet. Et j'ai trouvé des choses magnifiques. Bon, en ce moment, c'est très difficile d'aller au Mali, c'est très difficile d'aller au Burkina, ainsi de suite. Surtout au Mali, moi, j'espère qu'avant de mourir, je pourrai voir Djenné. Et je sais que j'ai rencontré des lecteurs d'Où ça douce le ciel en France qui m'ont dit qu'ils sont allés à Djenné. Et je suis vraiment jaloux. Djenné, c'est une ville magnifique. C'est une ville qui est faite de construction, d'architecture magnifique dans le style qu'on appelle le style soudano-sahélien. Et c'est une ville en terre crue. Et chaque année, les murs de la grande mosquée de Djenné sont retapés ou rafraîchis par une confrérie de maçons qui travaillent la terre crue. Et cette ville-là, j'aimerais la voir, mais je ne l'ai vue qu'en images, qu'en photo. Et j'avais besoin justement d'avoir ces images pour avoir, si vous voulez, comme une sorte de ferment ou de levain qui me permettrait d'écrire. Et donc, je me suis fait un itinéraire. Et je suis allé une fois au Mozambique. J'ai été invité il y a 2 ans au Mozambique. J'ai pris l'avion de nuit. Et c'est un très long voyage. Et vous savez que maintenant, dans les avions, on va dire dans les Airbus, pas dans les Boeing, il y a des cartes.
Et j'ai passé la moitié de la nuit, parce que j'avais mon livre en projet, à essayer de voir par où, sur ces cartes aériennes, c'est des cartes magnifiques, hein, on peut agrandir, par où je pouvais faire passer mes Égyptiens, par le lac Tchad, non, pas par là, je les fais passer plus au nord. Mon personnage vers le Tibesti, non, pas le Tibesti, plutôt le Wedai au Tchad. Donc tout ça, je l'ai fait en effet avant de commencer à écrire. Et la carte que vous voyez là, en fait, c'est une carte qui m'a servi à construire mon roman. Il y a un autre paysage qui semble fascinant et qui existe, je crois. C'est ce fameux labyrinthe montagneux qui est central dans le livre. Oui, c'est un endroit qui s'appelle le Wedai et qui est ouvert, où il y a, enfin j'espère qu'il y a peut-être des Tchadiens dans la salle qui le préciseront, mais où il y a un lac d'eau douce et un lac d'eau salée. Et puis il y a aussi une sorte de géographie avec de grands canyons traversés par des rivières et un dédale en quelque sorte de roches qui sont fantastiques à voir. Et on sait même qu'il y a des crocodiles dans cet endroit, ce qui prouve qu'il y a des espèces animales qui se sont conservées bien après l'assèchement du Sahara, qui est intervenu 8000 ans avant Jésus-Christ à peu près. Et là, il y a encore de cette faune-là. Et j'ai vu des images fantastiques. Il y avait donc des troupeaux de dromadaires au fond d'un canyon qui buvaient à cette eau limpide. Et ces espèces de masses de terre rouge. Donc je me suis dit, là, il faut que j'arrête et les uns et les autres, et qu'ils se perdent dans ce labyrinthe pour en sortir nouveau. Parce que quand on rentre dans un labyrinthe, et on n'est pas le même que quand on sort du labyrinthe. Alors on l'aura compris avec vous, la géographie n'est pas que de la géographie, elle est forte en valeur symbolique. Il y a un autre symbole géographique très fort dans le roman, c'est le fleuve, les fleuves, je dirais. Oui. Est-ce que vous pouvez développer la thématique du fleuve chez David Diop? C'est lié à la transmission. Oui. On ne se baigne jamais dans le même fleuve. Ça, c'est pas moi qui le dis. Le Nil, c'est un fleuve magnifique. Le Sénégal est un fleuve magnifique. Et entre les deux, il y a le fleuve Niger. Donc, il y a des très grands fleuves en Afrique. Et pour moi, ce sont vraiment des lieux de civilisation. Parce que les fleuves, avec toute leur puissance et les mystères qu'ils entraînent après eux, favorisent la naissance de divinités et la naissance de surnaturel. Par exemple, pour le fleuve Sénégal, il y a une légende qui dit qu'il y a une femme qui ensorcelle les gens et qui les noie, Mami Wata. Et on retrouve la même histoire sur le fleuve Niger. Et chaque fois, si vous voulez, vous avez autour des fleuves des mythes qui se créent. Et les grandes civilisations naissent aussi toujours près d'un fleuve. Donc, pour moi, c'est très important. Et je pense que, alors ça, c'est un scoop, il y aura peut-être un fleuve dans mon prochain roman. Ah, on y vient. Ça sera sur le Gave de Pau, donc non? Non. Alors, est-ce que le Gave est un fleuve? Grande question. On a parlé de paysage. J'ai envie de vous poser une question. Je trouve que tous vos romans, enfin tous ceux que j'ai lus, pourraient être adaptés au cinéma, et particulièrement celui-ci. J'imagine très bien le film à gros budget avec des paysages magnifiques, une reconstitution historique. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir se produire? Oui, je vous ai je posé lance un appel. S'il y a dans cette salle un Américain ou une Américaine très fortuné qui vit à Hollywood... Il faut du budget pour celui-là. Oui. Alors, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Timothée de Fontbelle et qui a écrit des romans pour la jeunesse, notamment Alma. J'adore ce roman-là. Et j'avais lu une de ses interviews. C'est un cinéaste. Il dit « J'arrête le cinéma parce que
par rapport au roman, où je peux faire tout ce que je veux sans compter combien ça cher. va coûter, eh bien, je préfère le roman. Donc, je lance un appel, mais c'est sans espoir, parce que ça coûterait trop cher. Il faudrait faire partir des gens d'une Abydos reconstituée, les faire passer par des endroits où on ne verrait pas de poteaux électriques, et les amener jusqu'à un Sénégal, en effet, aussi reconstitué, où il n'y aurait pas des signes de modernité. Bon, tout est possible maintenant, mais je pense que ça serait très très cher. J'ai envie de terminer pour une dernière question. Si, avec cette transmission qui s'opère de génération en génération, vous semblez indiquer qu'en fait, les générations se succèdent, mais l'histoire se répète. C'est un peu ça. Comment on peut articuler ça avec comment dire, la notion de progrès de l'humanité? Est-ce que l'humanité peut progresser si tout se répète? Alors, je ne pense pas que l'humanité progresse. Ce que je pense, c'est que les moyens technologiques, en effet, progressent, mais que ça ne favorise pas un progrès moral de l'humanité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste. Ça veut dire simplement qu'il faut, comme l'ont fait nos ancêtres avant nous, qui étaient partagés entre des passions, on va dire, qui entraînaient des guerres, qui entraînent des guerres, qui entraînent des désordres terribles, et aussi une volonté de les réparer. Il y a toujours dans l'humanité des gens qui cassent et des gens qui reconstruisent. Donc ça ne change pas. Quelle que soit d'ailleurs la période où vous vous situez, il y a toujours cette pulsion de vie et cette pulsion de mort qui se croisent dans notre humanité. Et ce qui est intéressant dans l'Antiquité, c'est de voir les réponses qui ont été essayées, les réponses ou les tentatives de réponse à cette double pulsion de destruction et de récréation, toujours. Et il ne faut pas être pessimiste parce que les deux se maintiennent. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons tout autour de nous des exemples de cette volonté de tout détruire qui nous assaille tous les jours. D'ailleurs, les moyens de communication que nous avons aujourd'hui nous donnent l'impression que c'est plus aujourd'hui qu'avant, mais simplement c'est plus actualisé, je pense, qu'avant par les images. Et de l'autre, vous avez toujours des gens de bonne volonté qui essayent de rattraper tout ça. Il y a une phrase formidable dans le roman. Il y en a beaucoup, mais alors celle-là m'a touché. La vie n'est qu'un chapelet d'espoir déçu et de désespoir déjoué par des régénérations miraculeuses. On est vraiment dans le thème là, de la Renaissance. C'est à la fois un constat lucide, mais profondément optimiste. Vous êtes un écrivain optimiste. Merci. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce que peut enseigner l'Afrique, parmi d'autres continents, c'est que dans des situations de crise terribles, eh bien, vous avez toujours la place de l'espoir. Et la foi dans la vie, malgré des catastrophes terribles. Donc, cette phrase, je la fais dire à un personnage qui veut en consoler un autre et qui lui dit cela pour finalement lui permettre de surmonter momentanément les difficultés qu'il rencontre, c'est-à-dire lui donne la possibilité de renaître de ses cendres, on va dire. Ultime question, j'ai dit que c'était la dernière. Bon, je vais quand même en poser une autre, sans dévoiler le suspense, la fin. D'une certaine manière, l'oralité est sauvée par l'écriture. C'est pourquoi vous auriez pu rester sur la victoire de l'oralité? Elle est tellement au centre de toute votre œuvre. C'est difficile quand même pour un écrivain. Donc, on va finalement reprendre ce qu'on a dit au début, revenir à la source de notre échange. Boucler la boucle. Voilà. Les griots, ce qu'ils disent, c'est à l'oral. Moi, j'ai fait des recherches pour retrouver ce qu'ils ont dit.
Et je me suis dit, il faut que je fixe sur l'écrit ce qu'ils disent, pour démocratiser en fait aussi ce qu'ils disent. Et qu'il y ait une autre chance, d'une autre nature, et que ce que je dis de ces migrations anciennes bien puisse être conservé dans la mémoire collective. Merci beaucoup. Merci.